passe de ton côté? Ça a l'air. Allez, super. C'est bon. On a une super météo, tu vas voir, ça va être génial. C'est la première fois que je survole la Garonne. Bordée de tous ces petits villages, c'est magnifique. Vue du ciel, elle est encore plus belle. On voit bien les rives. Les rives toujours pas mal sauvages. Là, on voit tous les vignobles qui la longent. La Garonne est blonde parce qu'il y a beaucoup de limons, beaucoup de vases qui sont charriés. Avec l'inversion des marées, il y a beaucoup de remous et tout est remis en suspension. Voilà, on est à proximité maintenant de ma propriété familiale. Il y a la forêt, les vignes et Château-Lusseau. Le domaine de Bérengère Quélien est situé dans les Graves, le berceau des vins de Bordeaux. C'est mes racines, oui, que j'ai ici. C'est mes origines, mon histoire, ma famille. Et ça fait déjà 20 ans que j'exploite ce domaine, vaillamment. C'est une exploitation que mon arrière-grand-père a achetée autour de 1870. Ça fait 150 ans que c'est dans la famille. On essaie de le garder précieusement. Et je vois mes enfants sur le trampoline. Charles et Ninon. Ah, c'est magnifique. Aujourd'hui, avec Bertrand Amar, son ami vigneron et pilote, ils vont survoler leur vignoble des Graves. C'est ici, sur la rive gauche de la Garonne, que les Romains ont planté les premières vignes il y a 2000 ans. Alors là, on voit bien la différence entre la rive droite et la rive gauche de la Garonne. La rive droite est beaucoup plus vallonnée, beaucoup plus accidentée, alors que la rive gauche a beaucoup moins de relief. Et la rive gauche a pu accueillir ainsi tous les alluvions de la Garonne qui ont contribué à créer le terroir des Graves actuellement. À Bordeaux, c'est la seule appellation qui tient son nom de son terroir, les Graves, du sable et des cailloux. Bérengère est une des pionnières d'un changement qui révolutionne le vignoble, la transition écologique des châteaux bordelais. Bon, là, on arrive au-dessus du château La Clotte-Casalis. Comme Bérengère, Marie-Pierre Lacoste a converti en bio son domaine familial. Tiens, d'ailleurs, on la voit dans ses vignes, en train de labourer. Regardez, avec son cheval, c'est assez merveilleux. Extrêmement passionnée et courageuse, elle est exceptionnelle, elle est toute jeune. Moi, je suis fan du travail du labour à cheval, de la traction animale. Ça détériore beaucoup moins que nos tracteurs, les pieds de vigne. Et là, c'est beau de l'avoir travaillé. C'est vraiment très émouvant. C'est bien parce que les femmes apportent une touche différente. On y met plus d'émotion. Il y a 20 ans, quand je suis installée en bio, j'étais vraiment de la curiosité. En Grave, on était très peu nombreux. Il y a eu beaucoup de conversions là, depuis 2 ans. Une volonté vraiment de changer de comportement. Et, très intéressant de voir ça. Il y a une prise de conscience globale. Et vraiment, je m'en félicite. Au sud des Graves commence la prestigieuse appellation de Sauternes, qui rassemble les plus grands vins liquoreux au monde. Voilà, on a un concentré de magnifiques propriétés, des bâtiments somptueux, monumentaux. À vue du ciel, on a encore plus l'impression de volume. On a vraiment une vue d'ensemble.
Le Sauterne, c'est mondialement connu. C'est un vin qui représente tout l'or du monde. Sa couleur, sa richesse en sucre, c'est merveilleux. Et si tu veux, je peux t'amener au château Yquem, c'est pas très loin là. Et bien allons-y, on va au château d'Yquem. Posé depuis plus de 400 ans sur la plus haute colline du Sauternais, ce fameux château était au départ une ferme fortifiée. Ce château, il est particulier parce qu'il est clos de murs. Hein. Ouais. Il a plusieurs tours et on voit les différents siècles de construction. Hein. On peut ouais. presque compter de 100 ans en 100 ans en regardant le château. Ça finit avec du 19e siècle sur les ardoises. Oui, il y a une multitude de tours, effectivement, là c'est un vrai patchwork, oui. Le château d'Yquem est dans une démarche biologique. En fait, ils ont toujours travaillé de façon respectueuse, ils n'ont jamais utilisé des armements chimiques. Bérengère et Bertrand survolent à présent l'un des plus beaux domaines de leur territoire. Donc ce qui est remarquable là sur le château de Mal, c'est notamment ces jardins à l'italienne qui sont extrêmement entretenus. Hein. Un magnifique ensemble pur 17e. Alors ils sont viticulteurs ainsi toujours, hein, le château de Mal. Hein. Ils ont toujours des vignes en production. Avec un théâtre dans son jardin. Dans l'alignement des statues. C'est vrai que c'est quand même remarquable. Mais bon, hein, moi c'est un de mes préférés. Ah ouais, c'est magnifique. Allez, il y a une jolie lumière sur le château de Séronce, on y va. Le fleuve a fait la fortune des habitants de la région. Une richesse symbolisée par plusieurs chartreuses comme celle-ci, construite au XVIIIe siècle par les négociants bordelais. Aujourd'hui encore, le lien est fort entre la Garonne et ses riverains. Plus jeune adolescente, on y naviguait avec mon père, avec sa caravelle. Tellement apaisant, tellement réconfortant cette Garonne, elle est, surtout quand elle est calme. Moi, ce camailleux de verre, là, entre la forêt, les vignes, les prés, les champs, ça reflète le ciel, c'est magnifique. On a survolé là, de très belles exploitations, certaines très renommées. Et chacune à sa place, même le plus petit vigneron a son entité propre, son histoire personnelle. Chacun fait des vins différents et c'est ce qui fait la richesse de notre territoire. On a une diversité exceptionnelle. Dernier virage. Ah, c'est rigolo. Ouais, fabuleux. Aussitôt posée, Bérengère part dans ses vignes. En ce début d'été, elle traque l'ennemi numéro 1 qui menace son vignoble. On va commencer par ces petits rangs. Là, ces bouts de rang, oui, ils sont très sensibles. Alors pour l'instant, je vois pas grand-chose. Ah si, voilà. Une petite en bout de feuille. Dommage. Ah. Voilà. Ça fait une petite tache d'huile. C'est un champignon qu'on appelle le mildiou. Très, très virulent, surtout dans nos régions à climat océanique qui sont très pluvieuses. Donc parce que le champignon, la chaleur et l'humidité, bien sûr. Donc là, il s'en donne à cœur joie chez nous. Et c'est très, très problématique parce qu'on peut tout perdre. Si vraiment il se développe de façon outrancière, on peut perdre toute la récolte. Sur feuille, c'est gérable. Sur grappe, c'est beaucoup plus critique. Bruno Duhard est spécialiste de la conduite des vignobles en agriculture biologique. Cela fait maintenant 10 ans qu'il conseille Bérengère. De 2010 à 2016, je me suis occupé des vignes. Et le fait de les connaître, ça me permet d'aller directement aux endroits où je sais qu'il y a des risques de champignons. C'est mes points critiques que je vais vérifier et que Bérengère vérifie aussi. Si on en trouve à ces endroits, on va prospecter un peu plus large, voir un peu comment c'est ailleurs.
Avant 2010, j'ai eu 2 années consécutives où j'ai eu du gel, j'ai eu de la grêle. Et on a eu des attaques de mildiou assez violentes. Et là, ça m'était jamais arrivé. Et là, j'étais assez désespérée. Et c'est vrai que Bruno est arrivé en sauveur. Et je dois avouer que notre rencontre a été très propice au prolongement de mon activité. Un rang après l'autre, ils doivent ausculter l'ensemble du domaine. Les 7 hectares de vignes sont plantés sur le sol des graves, façonnés par la Garonne. Ici, on a le cas typique de la grave plutôt fine, avec des petits galets roulés. Et c'est très intéressant pour la maturité du raisin, puisque l'été, la chaleur est emmagasinée par les galets et la nuit, elle est réfléchie. Finalement, c'est la parcelle la plus humide du domaine qui se révèle la plus critique. Il faut vraiment faire des traitements sans faille, une protection sans faille pour éviter que ça soit prolifère en fait. Parce qu'en bio, on intervient toujours en prévention. Donc en curatif, c'est plus compliqué. Donc il faut vraiment les prochains traitements que ce soit parfait. La solution se trouve au bord de la Garonne. C'est ici que poussent les meilleurs alliés du viticulteur bio, comme l'ortie ou la grande prêle. Bruno va les associer dans des préparations sur mesure pour la vigne de Bérengère. Et donc cette prêle-là, pour ce qu'on a vu ce matin, elle va nous aider à stopper un peu le mildiou, enfin à la sécher. Toutes ces préparations, en fait, c'est des cocktails d'éléments et d'oligo-éléments pour l'aider à assumer tout ce qu'on lui demande. C'est aussi simple que ça, quoi. C'est notre ami, la plante, qui nous donne des beaux raisins, donc on va lui apporter ce qu'il faut régulièrement. A fortiori, quand il y a des incidents climatiques, quand il y a du gel, et voilà. Elle a subi un stress énorme encore cette année, enfin 3 années de suite de gel, et là, elle souffre beaucoup, et c'est vrai que ça permet de lui redonner un coup de fouet. Oui. Alors moi, ça me tenait à cœur parce qu'on n'a jamais utilisé des herbes en chimique à Lusso. Mais c'est vrai que le fait de travailler avec Bruno, ça m'a apporté d'autres visions, en fait, de ce travail de respect avec la nature. Puiser sans épuiser, voilà. C'est exactement le principe. L'amour de cette terre, Bérengère l'a hérité de ses parents, qui lui ont aussi transmis la passion du domaine familial. En fin de journée, elle les rejoint dans le chai du château. Là, je suis en train de houiller des barriques, refaire les niveaux des barriques parce qu'il y a beaucoup d'évaporation. C'est la fameuse part des anges. Petit papa, est-ce que tu peux m'essuyer les bondes, s'il te plaît? Merci beaucoup. Son père a géré le domaine en marge de son métier de médecin, jusqu'à ce que Bérengère lui succède. C'était mon rêve secret à moi. Moi, j'espérais qu'un des 3 qui reprendrait, je ne savais pas lequel, mais au fur et à mesure, ça ne m'a pas étonné quand elle a pris cette décision. Elle était tombée dedans quand elle était toute petite, quand même. Donc, à 4 ans, elle mettait les bouchons, elle disposait les bouchons. J'avais très peur de lui prendre les doigts dans la bouchonneuse, mais heureusement, je ne suis jamais arrivé. Tu me redonnes un chiffon? À l'inverse de mon mari, moi, j'étais pas du tout d'accord pour qu'elle reprenne. Mais pas du tout. Ça m'a beaucoup inquiétée. Mais c'est vrai qu'elle a fait un boulot extraordinaire parce qu'elle a remis en éveil la propriété. Ça aurait été dommage qu'elle ne fasse pas ça. Je ne me suis pas franchement sentie d'un devoir, mais c'est vraiment une envie, un appel de la terre. C'est arrivé comme une révélation, comme une illumination, une apparition un jour qui m'a fait comprendre que voilà, ma destinée était de reprendre Lusso. Moi, j'ai fait du vin pendant 30 ans, personne ne me connaît. En 3 ans, tout le monde la connaissait. Donc ça s'invente pas, ça.
Les rives du fleuve et ses emblématiques carrelets sont le décor d'un nouveau venu en Pays de Garonne. François Foutrier est chef cuisinier. Aujourd'hui, il navigue avec Johan Alias, un confrère bordelais. Ensemble, ils se dirigent vers l'estuaire de la Gironde. Donc là, on arrive au pont de Pierre, donc le premier pont de Bordeaux, qui a été à l'initiative de Napoléon. Ici, c'est l'endroit le plus étroit. C'est pour ça qu'il a été fait là. Ok. C'est toujours intéressant justement de découvrir une ville par la rive. Et puis avec un professionnel comme Johan, c'est intéressant. D'autant plus. Parce qu'il cuisine bien, mais il a l'air d'être bien passionné par sa ville aussi. On a un marais descendant, donc là, ça sera sportif derrière. Il y a pas mal de remous derrière, jusqu'à on passe le pont de Pierre. En franchissant ce pont, les deux chefs rentrent dans Bordeaux et son port de la Lune. Là, t'as la place de la Bourse. Donc tout le commerce se faisait là. C'est-à-dire que toutes les marchandises qui arrivaient se négociaient ici. Se négocier ici, un petit peu plus, surtout au Chartron après aussi. Ouais. C'est sur ce quai des Chartrons que se sont installés au XVIIIe siècle des négociants venus de toute l'Europe pour vendre le vin de Bordeaux. Depuis quelques années, cette promenade est l'un des lieux de vie les plus prisés des habitants. J'ai l'impression que les Bordelais se réapproprient leurs fleuves et leurs berges, et qu'ils avaient un petit peu laissé pour compte. Et il faut que ça continue, parce que c'est le centre de la ville, finalement, et non pas une séparation de frontières entre deux rives. Donc là, on va passer le pont Chabandelmas. Ça, c'est le pont Levant de Bordeaux. Donc là, François, on est au bec d'Ambès. Là, t'as la Dordogne, et là, t'as la Garonne. Et la Gironde à partir de là. C'est ici que commence le nouveau territoire de François. Il est chef cuisinier sur l'une des îles de la Gironde. Un paysage entre fleuves, terre et océan, autrefois appelé la mer de Garonne. Suivant les lumières, les paysages peuvent rappeler l'Afrique, peuvent rappeler plein de continents, plein d'endroits du monde entier. Moi, je suis né en Afrique noire. J'ai vécu dans le quart nord-est, on va dire, de la France principalement. J'ai aussi vécu 15 ans en Bourgogne, 3 ans en Uruguay. Donc j'ai un petit peu bougé, rencontré différentes cultures, différentes manières de penser. Et ici, j'ai retrouvé en fait beaucoup de choses que j'aime. L'eau, principalement, la cuisine. C'est ça qui m'a plu ici et c'est pour ça que je suis venu ici. On arrive dans l'archipel des îles principales de l'estuaire, ici l'île Pâté, avec son fort au milieu, qui faisait partie de la ceinture de Vauban, qui servait à protéger l'estuaire. Donc avec le Cussac, Fort Pâté et la citadelle de Blaye, c'était la ceinture qui protégeait Bordeaux. Longtemps, l'estuaire est resté un secteur stratégique. Johan montre à François les vestiges d'un cargo sabordé par les Allemands pendant l'été 1944. Tous ces bateaux ont été coulés volontairement en attendant l'arrivée des Alliés. Et donc du coup, on trouve tous ces bateaux, donc après qui ont été sortis ou poussés. Mais il y a quand même beaucoup de traces jusqu'à Bordeaux-Centre de ces épaves qui nous rappellent l'histoire de Bordeaux et ce qui s'était passé. Et ça, c'est l'épave qu'on voit la mieux. Après 1h30 de navigation, les deux chefs s'approchent de leur port d'arrivée, en face de la ville de Pauillac. Donc là, tu arrives dans mon domaine, l'île de Patiras, sur la pointe sud de l'île de Patiras, qui a encore quelques vignes dans le bout, mais très très peu. Ils ne sont plus exploités au jour d'aujourd'hui, puisqu'avant, toute l'île était recouverte de vignes. Okay. Il y a quand même eu jusqu'à 150 habitants sur l'île, une école, une vraie vie. Aujourd'hui, le seul habitant, c'est moi.
Mais on espère que petit à petit, la vie revienne le plus possible sur l'île. Depuis une dizaine d'années, l'île de Patyras renaît grâce à l'ouverture de son restaurant au pied du phare. Tout le défi pour François, prolonger ce beau succès à sa manière. La première fois que je suis arrivé ici, en fait, j'avais regardé des photos et je m'étais beaucoup renseigné. Donc je savais que j'allais tomber amoureux. Et donc je suis arrivé de manière très pragmatique. Et j'ai vraiment regardé tout ce que j'allais devoir faire pour mettre en place cette saison. Le phare de Patyras, c'est le seul de l'archipel de l'estuaire et l'emblème de l'île. Érigé sous Napoléon III, il a guidé les marins jusqu'à son extinction en 1992. Voilà, bienvenue sur le phare de Patyras. Donc là, en face de nous, le fameux phare de Tromplou qui servait donc d'alignement avec le phare de Patyras, puisque l'estuaire fait un gros virage ici. Donc les marins faisaient tout le tour et s'alignaient pour entrer dans l'estuaire. On a une sensation un petit peu de liberté, d'être vraiment un petit peu hors du temps, sortir de son quotidien. J'essaye de monter minimum 2 fois par jour, c'est le matin et le soir. C'est un moment de contemplation, c'est un moment de repos, c'est un moment où tu te ressources. C'est aussi des moments où j'ai des recettes qui peuvent venir ou des associations qui peuvent venir tout simplement. Aujourd'hui, François vit seul sur l'île. En s'y installant il y a quelques semaines, il est devenu un véritable Robinson de l'estuaire. Ici, il faut savoir tout faire. Un petit peu jardiner, prendre le temps d'admirer le paysage, utiliser la nature au mieux, faire avec. Il faut manager, il faut savoir être marin. Donc c'est un peu tout ça à la fois. Au pied du phare, François dispose d'un jardin de 1000 mètres carrés. Il a eu la bonne surprise d'y trouver des arbres fruitiers. L'idée, c'est d'être autosuffisant et puis d'utiliser cette terre qui est super riche, qui est vraiment très riche, qui n'est pas polluée. On est sur de l'argile bleue, ça pousse 2 fois plus vite que partout, donc autant en profiter. Hein. Elle est encore en fleurs. Là, on va aller voir les prunes, comment elles mûrissent, voir un petit peu où elles en sont pour savoir si je peux déjà les utiliser un peu en dessert. Et là, elles m'ont l'air vraiment bien. Elles ont 1 mois et demi, 2 mois d'avance à peu près. Tout est en avance ici. C'est l'île. On peut tout imaginer avec les prunes. Un petit moelleux aux prunes, un petit clafoutis aux prunes. Après, il faut en laisser aussi un petit peu pour les clients qui en cueillent en passant et qui en mangent un petit peu. C'est aussi le plaisir. Mais voilà, si le client il peut en manger une comme ça en se baladant et puis que dans son dessert, il la retrouve, c'est parfait. Là, on partage aussi quelque chose. Justement, on partage quelque chose au niveau des émotions des îles. Ces prunes raviront les clients que François accueillera le lendemain. « 6 heures du matin, le soleil se lève sur l'île de Patyras. C'est version un peu classique aujourd'hui. Il n'y a pas beaucoup de rouge. C'est un paysage différent tous les matins, quoi. Les oiseaux se réveillent doucement, comme nous. Et puis je commence à les connaître. Les tadornes se réveillent par là, les canards, les cygnes, petit à petit. Les insectes, les moustiques. Alors, il n'est jamais terminé, le spectacle, mais il va falloir y aller, ouais. Et là, ça va falloir y aller. Dans quelques heures, 80 personnes vont débarquer à Patyras. À partir de maintenant, chaque minute compte, car François est tout seul en cuisine.
Petite brochette d'esturgeon, un produit local, que ça vient des Charentes, mariné à l'huile d'olive citronnée avec des herbes de Provence. Et je les fais juste snacker pour arriver à ce beau résultat. Donc elles sont encore crues à cœur. Et pendant ce temps-là, on va s'occuper des cannelés. C'est toujours la course jusqu'à ce que les clients arrivent. On est à full. Sur 3 heures, on envoie 10 recettes. Il faut tout soit prêt au pire à 11h30. Mais je préférerais à 11h. Tous ces plats, François les conçoit selon 2 critères essentiels. Des produits locaux qui pourront se déguster du bout des doigts. Alors, ces jus de bœuf, elles vont servir à faire des petites mini-bouchées. L'idée dans les mini-bouchées, c'est de ne pas avoir de couvert, c'est de ne pas avoir d'assiette. Donc faire le moins de planches possible. Donc les petits plats, une fois qu'ils sont sales, on les fait juste tremper dans un bac et on les passe à la plonge et c'est fini. Donc on utilise très peu d'eau pour les laver et pas de couvert, pas d'assiette, que des petites cuillères, donc vraiment le moins d'eau possible. On est sur une île, donc on fait attention un petit peu à tout. Donc on fait attention à nos déchets, on fait attention à nos énergies. On essaye de faire attention le plus possible avec les fournisseurs à tout ce qu'on amène sur l'île. Donc les plastiques, ouais, ça, ce genre de choses, j'aime pas. Mais j'ai pas trop le choix, encore. Mais voilà, 12 litres de lait, j'ai tout ça et j'ai tout ça. Ce qui, concrètement, est pas logique. Les cannelés vont cuire pendant près de 2 heures. Le temps pour François de terminer ses derniers plats. Oui, Christophe? Tous les jours en fin de matinée, T'es où? François reçoit l'appel d'une figure de l'estuaire. Ok, bon, à tout de suite, j'arrive au ponton. Allez, à tout de suite. À tout de suite. Donc ça, c'est le pêcheur qui m'appelle. Il faut pas tarder parce qu'il va très vite, lui. C'est vraiment la seule livraison que j'ai. J'ai du super frais, en direct. Le circuit court est respecté. Et en plus, il est sympa. Il a été plus vite que moi. Je t'ai vu passer à toute bombe, là. Aujourd'hui, Christophe Huguet apporte à François ses toutes premières crevettes blanches de l'estuaire. Habituellement, elles sont très abondantes à l'approche de l'été. J'en manque là en ce moment, comme il n'y en a pas beaucoup. D'habitude, j'en passe à peu près 100 kilos par semaine. Et là, encore tout. Bon, vas-y, ouais. On va faire. Si tu peux. Hein. Il y en a qui n'auront pas. Des produits vraiment locaux pour le coup. Là. 5, je pense. 5. Et ça se mange avec les doigts. Cette année encore, le pêcheur constate l'impact du changement climatique sur l'estuaire. Les anguilles, t'as chopé un peu? Ouais, ouais. Les anguilles, cette année, il n'y en a pas beaucoup, il manque toujours l'eau douce. Puis il fait chaud au mois de février, ça fait que l'eau salée est rentrée beaucoup plus tôt. D'habitude, elle arrive au mois de juillet-août. Là, ça fait déjà 2 mois que l'eau salée est déjà rentrée. Quand j'ai commencé dans l'estuaire du Debord, on était 86, là, je crois qu'on est 26 maintenant. À Pauillac, t'es le dernier. À Pauillac, oui. Je le connais depuis peu, je le connais depuis 2 mois. Allez, François, à demain. Demain, ouais. C'est quelqu'un de bien, c'est pas qu'un pêcheur, quoi. C'est un habitant de l'estuaire, comme j'en suis devenu un d'ailleurs, comme j'en deviens un petit à petit. Les cannelés, il faut les laisser refroidir 1 à 2 heures pour que la croûte cristallise bien. Tout est fin prêt en cuisine quand s'annonce un autre bateau au ponton de Patiras. Comment vas-tu bien? Et toi? Allez-y, messieurs, dames. Pendant l'été, François accueille chaque jour des visiteurs venus de toute la Gironde. Bien, bienvenue à tous.
On va vous servir aujourd'hui un déjeuner du bout des doigts, tout simplement parce qu'ici, on est une île, on fait attention à nos réserves. Pour vous rafraîchir, parce que je me doute que vous avez chaud, on va vous servir un petit gazpacho maison. Les visiteurs sont invités à faire sur l'île comme chez eux. Ils commencent par prendre leur quartier à l'ombre du phare. Ça démarre en douceur, les clients prennent un petit peu de temps à parler, ils n'osent pas. On sent que les oiseaux parlent plus fort au début que les clients et c'est l'inverse à la fin, généralement. Et comme j'ai un timing à respecter, il va falloir que j'accélère un petit peu le rythme. Les clients ne sont là que quelques heures avant que la marée ne sonne le départ. Ils vont savourer la dizaine de bouchées que François a concoctées pour chacun. De l'esturgeon, c'est délicieux. En brochette, bien assaisonné. Excellent. C'est gentil à vous, merci. On est de Bordeaux et en fait on connaît pas forcément tout ce qui se passe autour et voilà, c'était allier et la dégustation, la bonne bouffe comme on dit et la visite de l'île. C'est parfait. Le chef en plus il est top, il est vraiment top. C'est très très bon. C'est délicieux. Le top cannelé du sud-ouest. Quand sont servis les très attendus cannelés maison, Exquis. François quitte sa cuisine pour venir à la rencontre de ses clients. Ça a été, messieurs, dames? C'était bien, très bon. Leurs avis comptent beaucoup pour affiner chaque jour un peu plus son menu insulaire. Finalement, c'est comme si on était dans un restaurant réputé, mais en fin de compte, on est en pleine nature. On mange sur le bout des doigts, mais tout est étonnant parce que c'est succulent, c'est recherché, original, les mets. Enfin, j'ai trouvé que c'était très très bon. En fin d'après-midi, les clients doivent déjà embarquer. Pour François, c'est la fin du coup de feu. Au revoir, madame. Merci beaucoup, c'était Au super. revoir. Merci. Au revoir, madame. Toi, tu restes ici. Ok, j'ai besoin de main-d'œuvre, il n'y a pas de problème. Moi, je bosse. Ah, vous êtes très beaux tous les deux. Changez pas. Merci, au revoir, Au revoir, madame. bonne continuation. Ben, merci. Et merci pour vos commentaires. Au revoir, madame. Les clients envoient beaucoup de choses. Il y a des mots qui touchent, ils sont ravis, et avec la fatigue, il y a beaucoup d'émotions. Un bon retour. Au revoir, messieurs. Au revoir. À 80 km de là, au sud de Bordeaux, Bérangère, la viticultrice, quitte son village d'Aigues-Mortes-les-Graves. À bord de la 4 chevaux de son père, elle part à la rencontre de jeunes vignerons. Je vais chez Anaïs Sébastien à La Bastane, dans le village de Rions. Voilà, et je vais leur chercher du vin rosé parce que j'ai un marché nocturne ce soir et j'ai moi-même plus de rosé. Et là, on va débuter une route qui est bucolique-assoué, typique des zones humides d'Aigues-Mortes, traversée par le Socats, qui est un affluent de la Garonne. Et là, on a une faune merveilleuse et une flore également. Rouler dans sa petite voiture, et en plus ça rajoute au charme, c'est intemporel, parce qu'il n'y a pas une ligne électrique, il n'y a rien. On peut se situer n'importe quand dans le temps, là, c'est merveilleux. Bérangère traverse un village typique des bords de Garonne. Voilà, là nous arrivons donc à l'île Saint-Georges, le Socats est toujours à gauche. Là, on a un petit pont, alors là, c'est ravissant. Il y a un véritable petit port à l'île Saint-Georges. Ah, j'aime beaucoup cet endroit, avec une petite écluse, quelques petits bateaux. Alors bien sûr, on ne peut pas naviguer, partir tous les jours, ça dépend des marées, évidemment. Donc
Mais ça, c'est vraiment un village hors du temps. J'adore ce petit village. Alors là, il ne faut pas que je me trompe. Je crois que c'est à gauche. En bordure de Garonne, ce ne sont plus des graves, ce sont des palus. Alors, les terres sont très riches en bord de Garonne, c'est comme les bords du Nil, hein, c'est avec les crues, etc. Là, on va aller au Petit Brésil. Alors ça, c'est très original de trouver ce nom de lieu-dit là en Gironde. C'est au XVIIIe siècle que ce secteur a été baptisé ainsi. Toute cette zone était très sauvage. C'était une véritable jungle en bord de Garonne, justement, parce que la terre était très riche. Et donc, c'est les prisonniers du fort du Ha à Bordeaux qui sont venus défricher toute cette côte de la Garonne. Et pour brûler donc, toute la végétation qui coupait, ils faisaient les braseros. Et donc, on a surnommé cette zone le Petit Brésil. Ah, j'aime beaucoup cet endroit, oui, c'est très sauvage. On ne se croirait pas à peine 20 km de Bordeaux, là. Il y a quelques maisons. Et là, j'ai l'autorisation de Josette et Roland pour m'avancer jusqu'à la Garonne. Ah, voilà. Là, la vue est magnifique, hein, c'est beau. Alors, on voit bien le village de Cambes en face. Quelques carrelets aussi, quelques cabanes. Là, il y en a un petit peu plus. Ah, c'est magnifique. Bérengère repère une plante autrefois utilisée dans la viticulture. Ces roseaux, comme le vime, effectivement, qu'on utilise, on s'en servait pour recouvrir les bouchons d'esquive, en fait, des barriques. L'esquive, en fait, c'est un trou qu'il y a dans la barrique, en bas de la barrique, dans laquelle on met un robinet, voilà, pour tirer du vin. Ça permettait de fermer de façon un peu plus étanche. Ouh! Je suis désolée, ma titine. Heureusement que papy n'est pas là, je me ferai enguirlander. Bérengère emprunte une route qui longe la Garonne. À l'origine, il y a beaucoup d'exploitations qui sont entourées de murs, qui sont clos de murs. D'où les termes de clos, domaine, château. Ah voilà, château de la Mette. Ça, c'est magnifique. C'est imposant, là, hein. Toutes ces propriétés ont des vues magiques sur la Garonne. Mais c'est vrai qu'il faut aller les chercher, hein. C'est dans des petits écrins de verdure, Voilà, belle vue. Passée rive droite, Bérengère se dirige maintenant vers la petite cité médiévale où vivent les jeunes viticulteurs. Voilà, là j'arrive à Rions. On aperçoit le clocher de l'église. C'est vraiment la cité médiévale par excellence. Avec de très jolies maisons protégées par ces remparts. Voilà, et donc j'avais un ami qui avait séché là, dans les murailles, au pied de cette tour. C'était fantastique parce qu'on avait toujours la même température pour le vin, donc le vin ne souffre pas de la chaleur ou du froid. C'est beau parce que c'est toujours dans son jus. C'est la première fois que Bérengère vient sur ce domaine, autrefois surnommé le Petit Yquem. Ah oui, disons, qu'est-ce qu'ils sont bien là, qu'est-ce que c'est sympa. Oh, qu'est-ce que c'est beau, c'est magnifique. Sur les hauteurs des coteaux, la vue est exceptionnelle. T'as vu comme il y en a des petits là?
Cette année, ce couple de vignerons prépare sa 3e vendange. Anaïs est originaire du Médoc et Bastien de l'Entre-deux-Mers. Cette propriété au-dessus de la Garonne les a séduits à leur arrivée en 2017. Bonjour. Bonjour. En plein travail. Ouais. Moi j'ai vraiment le coup de cœur, je comprends que vous aussi quand vous avez dû venir ici la première fois, ça devait être magnifique. On en avait visité beaucoup avant, mais celle-ci, il n'y avait pas à hésiter. C'était magique. Ici, on est le plus haut, c'est là où on a vraiment une vue dégagée à même plus de 180 degrés. On voit vraiment le virage de la Garonne qui amène jusqu'ici. Là-bas, c'est le village de Rion. Non, c'est splendide. Toute la vue sur le petit village médiéval, c'est super. J'ai découvert ces bords de Garonne que je ne connaissais pas et qui me plaisaient. Dans le Médoc, j'ai l'océan, pour moi c'est l'horizon. Et ici, quand je suis arrivée à la Bastane, j'ai retrouvé ça avec la perspective sur la Garonne qui ressemble un peu à ma bouffée d'oxygène qui est l'océan dans le Médoc. Anaïs et Bastien ont repris ce domaine de 15 hectares de vignes pour écrire un nouveau chapitre de l'histoire du château. Dès leur arrivée, ils ont lancé la conversion en bio. J'avais toujours travaillé en bio, donc on voulait absolument se lancer en bio sur un domaine, faire des vins assez modernes, faire nos vins, vraiment on n'avait pas d'histoire derrière, parce qu'il n'y avait pas de clientèle rattachée au domaine. On a créé une nouvelle marque avec un nouveau nom de domaine. On pouvait vraiment faire les vins qui nous correspondaient. Et partir de zéro. Non, ils sont très courageux et surtout s'installer hors cadre familial comme ça. Moi, je trouve ça toujours admirable parce que ça fait preuve de beaucoup de courage, parce que bon, c'est toujours une activité risquée. On est toujours sujet à des incidents, à des aléas qu'on ne maîtrise pas. Et puis là, voilà, quand on a son exploitation, il faut être bon partout, alors que c'est difficile de l'être. Avec ses allures de maison bourgeoise, ce château s'est constitué au fil du temps. Au corps de ferme du XVIIe siècle, s'est ajouté un pavillon avec son perron classique. Et la tour a été faite en dernier, ça pour sûr, au XIXe pour faire château. Voilà. Parce qu'à Bordeaux, pour être château, il fallait avoir une tour au XIXe siècle. Donc la partie droite, c'est un gîte indépendant pour 10 personnes. 10 personnes. Oui. C'est là qu'on a commencé les travaux en arrivant, en commençant par la charpente. C'était le château, comme dit Bastien, beau de loin, mais loin d'être beau. Et ensuite, on a fait une salle de dégustation, donc à gauche du perron. La tour, tout le monde demande qui habite la tour. C'est un escalier, donc personne ne l'habite. Et ensuite, à gauche, on a 2 chambres d'hôtes. Et au rez-de-chaussée, une petite partie pour nous. Voilà. Quand même, heureusement. Ils y mettent tout leur cœur aussi dans cette exploitation et ils ont envie de partager ça et d'humaniser, oui, un petit peu ces exploitations. Parce que surtout à Bordeaux, on a une image, encore une fois, très fermée, très mondaine, très bourgeoise. Et donc ça permet voilà, de donner un petit côté festif et convivial à nos vins et de les rendre plus abordables à tout point de vue. Ça va rentrer dans le coffre. 3 cartons. Ah, le coffre, ça va être un peu compliqué, mais... Non, tu l'as derrière. Non, mais sur la banquette arrière. Merci beaucoup. Au revoir. Quelques heures plus tard, les habitants sont nombreux sur la place du village de Bérengère pour le marché nocturne. Tous les ans, elle y fait découvrir des vins bio de la région. C'est un jeune couple qui vient de s'installer, qui vient d'acheter une exploitation et ils sont passés en bio. Donc voilà, pour les encourager, je leur ai pris leur rosé. C'est une formule qui marche très bien et les gens aiment beaucoup se réunir. On peut manger sur place. Donc il y a des exposants qui proposent des escargots, des moules, des frites, des entrecôtes, voilà. Et du vin. Les rues, c'est mon surnom. D'accord. Donc, Edéglinguès, c'est mon mari qui a choisi l'adjectif qualificatif. Okay. Voilà, c'est genre... on va prendre 2 rouges au vert, si vous voulez. J'ai vu, alors ça m'est arrivé une fois, mais je l'ai vu, des gens repartir disant « Ah ben non, madame, ça va pas me plaire. Si c'est bio, ça va pas me plaire. » Alors ça m'est arrivé qu'une fois, mais depuis, les gens viennent parce que je suis bio.
c'est la plus belle récompense. Quand on voit que les gens sont heureux de déguster nos vins et de les faire partager. Merci. Quelques semaines plus tard, à l'entrée de l'estuaire de la Gironde, une nouvelle journée commence dans le Haut-Médoc. C'est vraiment un mouvement de roulis en fait. Tu la sens qui roule en fait et qui ça lime la coquille quoi, tout simplement. Cela fait maintenant 6 mois que François, le chef cuisinier, vit dans la région. Aujourd'hui, il a quitté sa cuisine pour trouver de nouvelles idées de petites bouchées locales. Moi, je suis venu découvrir ce que sont les huîtres du Médoc parce que, avant de cuisiner et de travailler un produit, ce qui est important, c'est de savoir comment il est, justement, d'où il vient, quelles étapes de croissance il a pu vivre, ce qu'il mange également, c'est important. Donc pour moi, c'est dans le travail d'une recette, on prend toujours en compte justement le métier et la passion, souvent, du producteur. Ça, rappelle-moi, tu le fais tous les 15 jours. Ouais, enfin, en plein hiver, 15 jours, sur les périodes de forte... Bertrand Young est affineur. Particularité de ces huîtres, elles sont beaucoup plus charnues que les fines de Clair. Après, on retourne. Donc c'est des huîtres qui sont plutôt petites, à cette taille-là. Déjà bien profondes. Donc même sur un calibre numéro 5, si on a un coquillage qui est bien rempli, qui est très charnu, on va avoir de la matière à manger. C'est-à-dire que là, on va être sur une huître qui est plus cocktail, petites entrées, etc. Donc là, on a un joli coquillage déjà qui est plein. Bah, tu vas avoir le fameux foie gras médocain. Alors, il y a une confusion souvent entre la laitance et le gras. Et le gras, cette partie très ferme qui a beaucoup de saveur et qui va faire que l'huître est très charnue. Donc avec une numéro 5 comme ça, on va manger finalement autant de chair qu'avec une numéro 3 en fine. Ce qui est intéressant dans son huître et ce qui donne des idées, c'est le côté justement charnu. Ça peut être poché à la crème au safran, mais en mettant très peu de safran par exemple, de manière à avoir ce côté à la fois cuit à l'extérieur et puis cru à l'intérieur, ce qui nous donnerait justement cette explosion de saveur du marais, juste en ouverture de bouche, quoi. Jusque dans les années 80, ces marais étaient des terres cultivées en agriculture intensive. Bertrand a décidé de les reconvertir en creusant 17 hectares de zones humides au plus près de la Gironde. On dit que la vie est née dans les estuaires, c'est-à-dire que quand on a une eau douce qui vient des terres, qui draine en fait, qui arrache des sédiments, et une eau de mer qui arrive avec des minéraux qui sont maritimes, c'est là où on a la plus grande complexité, la plus grande diversité d'oligo-éléments, de minéraux. Donc cette eau riche de l'estuaire, on la prend et on la rentre dans des marais, et c'est ça qui va nourrir l'huître. Ce qu'il ne faut pas, c'est qu'elle se gêne de trop, quoi. Ces marais ne sont pas seulement un site de production. Ils jouent aussi un rôle essentiel pour l'environnement, grâce à leur extraordinaire concentration en phytoplancton. Le marais, d'après les scientifiques, est le meilleur puits à carbone en fait, de la planète. Bien supérieur même encore à la forêt tropicale. Alors le phytoplancton, c'est une plante en fait, qui est dans l'eau et qui prend le carbone de l'air. Et l'huître, en mangeant ce phytoplancton de façon très importante, elle le concentre, va en fait stocker du carbone, à la fois dans sa coquille et dans la chair. Donc quand on mange des huîtres, on rend service à la planète. Aujourd'hui, mon souhait le plus cher, c'est qu'on reconnaisse le rôle de ces zones exploitées pour que demain, il puisse y avoir un coup de pouce. Et je pense qu'il faut qu'on arrive à aussi soutenir des écosystèmes comme ceux-là qui sont productifs, mais respectueux, quoi. De retour à Patiras,
François a rendez-vous avec son unique voisin, l'agriculteur de l'île. C'est l'un des derniers à cultiver cette terre de l'archipel de l'Estuaire. Cet après-midi, ils doivent effectuer une livraison un peu spéciale. Voilà. Ça, c'est ton orge. Ouais, prêt à embarquer. C'est un beau produit. Hein. En quoi tu vois que c'est un beau produit, justement? La couleur, au grain, tu vois, là, faut que tous les grains soient à peu près pareils, identiques. Qu'il n'y ait pas d'orgette, pas de petits grains. Ça veut dire que la plante a bien poussé, quoi. Et l'orge, là, tu l'as planté où sur l'île? Je vais le planter au nord, parcelle du phare, à côté de chez toi, là. D'accord. Et puis une parcelle au sud. En acceptant il y a 3 ans cette commande d'un nouveau client bordelais, l'agriculteur a retrouvé un circuit court pour écouler une partie de sa production. On embarque, là. Il est temps d'embarquer les derniers sacs, là, les derniers bags pour monter sur Bordeaux. Voilà. La marée n'attend pas le roi. Ici, on est entouré de vignerons qui, principalement, vendent leurs produits finis. Et nous, céréaliers dans le coin, on est un peu à côté de la plaque en vendant notre blé sans savoir dans quel pain il va se retrouver. Voilà, et là, c'est vraiment une première. C'est clairement du modèle idéal parce qu'on est du producteur au produit fini. Mais ce genre de lien en direct, c'est juste génial, ouais. À l'heure de la marée montante, la barge largue les amarres. Depuis que François vit ici, les allers-retours sur l'estuaire sont devenus son quotidien. Pour regarder les marées, il faut vraiment faire attention au courant, etc. Maintenant, c'est aussi un plaisir parce que c'est toujours des paysages nouveaux, c'est toujours des lumières différentes et ça donne plus de courage que de partir en voiture, hein, tout simplement. Avant, c'était pareil, en gabar à voile, et ils amenaient les barriques de vin des îles sur le quai des Chartrons. Ils partaient avec la marée. On ne roule jamais contre marée, hein, même les gros cargos très puissants. Ils faisaient le même chemin que nous aujourd'hui. Après 2 heures de navigation, la barge approche du pont d'Aquitaine. Alors là, on arrive, tu vois, à Bordeaux, là vous pouvez voir la magnifique cité des vins. Et on va juste bifurquer sur la droite pour accueillir Yves. Yves Médina est l'entrepreneur local qui a commandé son orge à Benoît. Salut, impeccable. Il va les guider pour rentrer dans les bassins à flot. Durant la Seconde Guerre, c'est par là que passaient les fameux sous-marins pour aller être stationnés à la base sous-marine qui est au bout de ces bassins. Aujourd'hui, cette ancienne base militaire est transformée en centre culturel. Avec la Cité du Vin, inaugurée en 2016, le quartier est devenu l'un des plus dynamiques de la ville. C'est donc ici que l'entrepreneur a osé l'inimaginable. Reconvertir cet impressionnant bunker de la Seconde Guerre mondiale en distillerie. François vient découvrir cette installation unique au monde. Impressionnant. C'est un bâtiment assez exceptionnel et issu du patrimoine non désiré, j'allais dire, puisqu'il a été construit par les prisonniers espagnols sous le joug de l'occupant allemand pendant la Deuxième Guerre. Les Allemands avaient comme projet de stocker le gasoil pour alimenter les sous-marins qui étaient stationnés à la base sous-marine non loin d'ici. À l'intérieur, il y avait donc une cuve de 50 mètres de long. Et alors, fait de l'histoire, ils ne se sont jamais servis de ce bâtiment. Indestructible, le bunker est resté inutilisé pendant près de 70 ans, jusqu'à ce projet de distillerie. Voilà. Et là, le trou qu'on a percé, on a fait des petites carottes. On voit ici, petit diamètre, grande longueur. On a fait la même chose de l'autre côté.
On a passé un câble à l'intérieur. D'accord. Et puis après, avec un système type fil à couper le beurre, on a mis en tension le câble et il a tourné sur lui-même. On a sorti 20 blocs de 6 tonnes en moyenne. Chacun? Chacun. Et ça nous a pris 2 mois et demi. Allez, mais je te laisse rentrer le premier. Ici, vieillit le premier whisky bordelais. Ça ressemble à rien qu'on connaît, ça c'est sûr. C'est impressionnant. C'est gigantesque. On ne s'attend pas à cette taille. Pour avoir fait ça, il faut être complètement dingue, quoi, finalement. Il faut être un peu fou, quoi. Dès qu'on est rentré à l'intérieur, le fait qu'on ait des parois arrondies, eh bien, on sentait déjà quelque chose de différent. On s'est dit, là, il faut qu'on fasse notre chai de vieillissement. Tout s'apaise quand on est ici. Il y a une ambiance un peu de cathédrale. Hein. Là, c'est notre cathédrale de béton. Le whisky est en train de naître patiemment dans les 500 fûts, entreposés au cœur du bunker. Ce sont des barriques de très grande qualité qui nous sont fournies par les châteaux qu'on a aux alentours. Et là aussi, on est toujours dans notre histoire d'essayer d'avoir un maximum d'éléments les plus locaux possibles. Dans cette barrique de l'orge, de Patiras, distillée dans la semaine du 26 juillet 2019, c'est une barrique de Château-la-Louvière, donc un fameux Pessac, vin rouge Pessac-Léognan de Bordeaux. Et c'est un jus qui deviendra whisky le 27 juillet 2022. Alors pourquoi? Parce que avant de s'appeler whisky, le distillat doit passer 3 ans et 1 jour dans une barrique de bois. Là, je vérifie un petit peu ma température. Dans la salle de dégustation de la distillerie, François improvise une recette. C'est des petites crevettes qui ont cette particularité, quand on les cuit, de devenir toutes blanches. On va essayer de les flamber au whisky. Voilà, parce qu'un petit peu d'ail. Et voici les ingrédients supplémentaires, mon François. Donc, super. Whisky, donc là je t'amène un pur malt, c'est orge locale. Et je t'amène également des algues du bassin d'Arcachon qu'on a récoltées, fait sécher, découpées en fines lamelles et qui va nous servir à fumer notre orge. On va essayer ça. Elle commence à blanchir. Il n'y a plus qu'à déguster. Vas-y, sers-toi. La crevette, c'est comme le cochon, hein. Tout se mange. Ah oui. Ah oui, oui. L'essai est réussi. Cette recette pourra être servie aux visiteurs de Patiras. Ça peut se faire en petites bouchées, c'est du bout des doigts. C'est le genre de mariage que je veux faire avec des producteurs locaux. Juste parfait comme association. En fin de journée, à une vingtaine de kilomètres au sud de Bordeaux, c'est le rendez-vous tant attendu des amoureux de la glisse. Comme tous les ans à la fin du mois de septembre, une vague spectaculaire se forme à marée montante sur la Garonne. C'est le Mascaret. François a rejoint des amis pour tenter de le surfer pour la première fois. J'ai aucune expérience là-dedans. J'ai fait un peu de surf, j'ai fait un peu de planche, mais pas sur de l'eau douce, quoi. Donc on va voir. Regarde derrière, là. Allez, François. Au début, c'est à fond. C'est dur physiquement. Ouais, il faut y aller. Il faut clairement envoyer pour bien se positionner. Non, au début, ça rigole pas. Et puis après, c'est que du bonheur, on se laisse porter, quoi. Bon baptême, hein.
Allez, faites beaucoup là. Allez, François. C'est étonnant, faire du surf sur la Garonne, ça n'a rien à faire ici, c'est juste inconcevable, quoi. Donc c'est vraiment super, quoi. Nous quittons la Gironde pour la Haute-Garonne. C'est dans les Pyrénées que la rivière prend sa source. Elle est alors un torrent impétueux qui peut provoquer des inondations dévastatrices. Ce matin, un amoureux de la Garonne part pour un vol de reconnaissance au-dessus du fleuve. La Garonne de mon enfance, c'est celle-ci, quoi, qui serpente déjà tranquillement. Et on voit bien encore une fois qu'on lui a laissé libre cours à cette Garonne, elle serpente largement. Culturellement, on ne dit pas la Garonne, on appelle Garonne. Ah ben tiens, aujourd'hui, Garonne, elle est haute, elle est basse, elle est sale, voilà. On en parle comme d'une personne. David Gardel est un enfant du pays, engagé dans une association de protection de la rivière. Ce matin, il survole le fleuve pour repérer les zones impactées par les crues. Donc ici, on peut voir que, pour le coup, la Garonne a vraiment rongé avec les différentes inondations, les différentes crues. Quand j'étais gosse, avec mon grand-père, on amenait les vaches, on passait au milieu là. En 30 ans, la Garonne s'est décalée de 50 mètres. On voit les endroits clés. Ça permet d'avoir une vision totalement différente et surtout de pouvoir faire de la prospective pour les travaux à mener à l'avenir, quoi. Après quelques minutes de vol, l'hélicoptère rejoint les premiers sommets des Pyrénées. Derrière ces crêtes apparaît la haute vallée de la Garonne. David découvre ici un des premiers secteurs à risque du cours de la rivière. On voit bien qu'il y a des milliers d'années, tout ce que la Garonne a déjà charrié a permis de constituer cette première plaine, qui reste quand même relativement étroite et c'est ce qui a causé pas mal de dégâts en 2013. En juin 2013, après de fortes pluies, la Garonne sort de son lit et inonde toute la vallée jusqu'au village de Saint-Béat. L'eau s'engouffre dans les rues de la cité avec une rare violence et emporte tout sur son passage. Plus de 900 personnes sont évacuées. Tout ce qui est sous nos pieds, j'ai envie de dire, là, a été complètement noyé par les eaux. Il y avait vraiment une crue centenale. Ici, ça fait quand même une forme de cuvette et donc forcément, l'eau, il a fallu qu'elle prenne sa place. On voit bien là que vraiment il y a une écluse naturelle et l'eau n'a pas le choix, il faut absolument qu'elle passe ici. Donc forcément, quand il y a vraiment de fortes précipitations, le niveau de l'eau peut monter considérablement. D'où l'intérêt d'avoir des ouvrages qui permettent de maintenir l'eau un peu en amont. Après Saint-Béat, une rupture spectaculaire s'opère dans le paysage. Là, ça y est, ici, la Garonne sort de cette vallée un petit peu encaissée, de la haute vallée de la Garonne, pour arriver dans voilà, la plaine du Comminges, avec
pour le coup maintenant un paysage relativement ouvert, plat. La petite rivière laisse la place à un fleuve qui commence à être relativement plus important. Regarde ça, c'est magnifique. Superbe. Un peu plus loin, David arrive en vue d'un édifice exceptionnel. La cathédrale de Saint-Bertrand de Comminges. Donc là, on a 2000 ans d'histoire sous nos pieds. La cathédrale d'art roman, avec son cloître qui est tourné vers la montagne. C'est superbe, superbe. Ce site, surnommé la Rome des Pyrénées, est inscrit au patrimoine mondial de l'UNESCO. À partir d'ici, David retrouve sa terre natale. C'est là qu'elle est sauvage, la Garonne. Et on commence à voir quelques bras morts, le bras principal, le bras mort. On voit bien que cette Garonne, elle est vivante aussi. David se bat pour que ces bras morts soient entretenus. Encombrés d'arbres et de végétation, ils ne remplissent plus leur rôle. Voilà l'exemple type d'une zone qu'il faut préserver. Si jamais le cours de l'eau monte, il y a libre cours pour que le fleuve puisse s'étaler. Dans le méandre suivant, David repère un autre danger. Ces arbres morts, charriés par le courant, forment des embâcles sur les rives. On a vu là sur cette zone un certain nombre d'embâcles. La prochaine crue va les amener un petit peu plus loin et ils risquent d'aller sans doute se caler sur les piles du pont de Saint-Martory. Et là, il me faudra les traiter. Ce sont des travaux qu'on est en train de prendre à bras le corps de façon à pouvoir optimiser la gestion de cette ressource qui nous est chère. Voilà, le front rocheux de l'Escalaire avec vraiment là, la Garonne, elle n'a pas le choix, hein. Il faut qu'elle tourne. Là, on arrive sur le village de Saint-Martory, un coin que je connais très bien. David a grandi à Saint-Martory. Après plusieurs années en région parisienne, il est revenu s'installer ici, où il milite pour que les habitants renouent avec la Garonne. Pour se réapproprier le fleuve, dans les villes, dans les villages, il est important qu'on ait des berges aménagées, qu'on y ramène les enfants, qu'on puisse profiter pleinement et vivre avec la rivière. Pour éviter les dangers de la rivière, David s'est lancé dans un chantier délicat. À l'intérieur, là, tu fixes un bout de bois dans le sens du câble. Dégager les embâcles du pont de Saint-Martory. Ouais, avec le câble, ouais, il va falloir les ancrer dans l'axe du tronc quasiment, pour qu'ils remontent le plus à plat possible. L'intervention est difficile. Chaque tronc pèse plusieurs centaines de kilos. La problématique, c'est qu'en aval du pont, on a la prise d'eau du canal de Saint-Martory sur la rive gauche. Et sur la rive droite, on a la prise d'eau d'un canal qui amène une centrale électrique. Donc ces embâcles, si on les laisse, ils sont susceptibles de repartir et d'aller obstruer l'un des deux canaux. Et puis surtout, d'un point de vue hydrologique, il faut que l'eau puisse s'écouler relativement bien en cas de crue. Non, mets-le dans le paquet avec le même arbre. Mets-le avec le même arbre. Transportés par les courants, ces débris se sont accumulés ici pendant des années. Avec cette opération, David veut donner l'exemple pour inciter les autres villages à mieux entretenir la rivière. Vas-y, travaille. Allez, pivote un peu le godet si tu peux. Pour l'équipe, ce chantier exceptionnel est une première. Habituellement, ce matériel, il est spécifique à la forêt. Et là, on est en train de faire une expérimentation et de le tester pour traiter des embâcles comme aujourd'hui.
Au bout de quelques heures, la première pile du pont est presque entièrement dégagée. C'est un ouvrage d'art, on se doit de lui donner un bel aspect, donc on le nettoie. Modestement, au travers de ces actions, ça permet à chacun d'entre nous, ici, de profiter pleinement de cette rivière au milieu du village. Nous sommes le 22 juin. Sur la colline qui surplombe Saint-Martory, un événement important se prépare. Prenez les petits boulets, les enfants. Là, il y a de la feuille, c'est parfait. Chaque année, tous les habitants attendent avec impatience la fête des Brandons. Avec son association, David a relancé cette tradition du Comminges. À quelle hauteur tu veux le faire? À celui que je me suis arrêté, moi. Allez, d'accord. Il aurait fallu les faire un peu plus gros, ces fentes, là, elles n'avaient pas assez tapé. Ben là, on met de la paille un peu dans les interstices, là, de façon à ce qu'il y ait un feu suffisamment puissant pour embraser tout le brandon. Cette nuit, quand les brandons seront allumés, ils seront visibles à des kilomètres à la ronde. La colline de la Vierge domine toute la plaine jusqu'aux Pyrénées. Là, devant nous, on a à peu près 150 km sur ce panorama superbe. Du Mont Vallier, en passant par le Cagir, le sommet mythique pour les Commingeois, et on va jusqu'au pic du Midi de Bigorre, là-bas, dans les Hautes-Pyrénées. Et la Garonne qui vient serpenter pour rejoindre la plaine toulousaine. À la tombée du jour, les habitants du village et les visiteurs se retrouvent pour le coup d'envoi de la fête des Brandons. C'est important pour le village, mais on veut garder cet esprit simple de guinguette. Voilà, on ne veut pas jouer les grands soirs, c'est pas notre truc. On veut rester à ses traditions, même totalement de tradition. Jean-Jacques, comment ça allumer celui-là? Allez, on fait les groupes. Allez, vous venez avec moi? Oui, allez, une équipe avec moi. Allez, les jeunes, là. Venez, on tourne. Là. Allez, tu le laisses, Thomas. Tu donnes à ton frère. Super, nickel. Magique. Chaque année, c'est un grand moment, c'est le début de l'été. Voilà, c'est un beau moment de partage. Mon cœur il bat à 200 à l'heure là. Les larmes aux yeux. Ouais, les larmes aux yeux, de réussir notre pari, c'est super. Là, on est bien contents tous ensemble. Nous reprenons le cours du fleuve en direction du nord, vers le Tarn-et-Garonne. Situé sur la rive gauche de la Garonne, voici le pays de Lomagne. Au bout de cette allée majestueuse, le château de la Motte. Il appartient à la même famille depuis le XIVe siècle. Ce matin, ce camion est attendu avec impatience. Car cette demeure est aujourd'hui en pleine renaissance. Un jeune couple lui redonne vie et va l'ouvrir au public dans quelques semaines. Super nouveau. À l'intérieur, une précieuse cargaison. La première étape d'un défi que se sont lancés Paul-Alexandre et Caroline de Boissaison. Ça fait 6 mois qu'on attend l'arrivée de ces œuvres. C'est la première étape des expositions à la Motte. Donc c'est un grand moment pour nous. Dans ces caisses se cachent des œuvres étonnantes venues de Belgique. Voilà. Attention.
Ça, c'est celle du Salon Rouge. Oh là 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 là. Cette robe en papier, créée par une artiste de renommée internationale, est directement inspirée d'un modèle de la cour de Versailles. Parfait. C'est une très grande émotion, parce que c'est les œuvres qui font le tour du monde et c'est une grande chance de pouvoir les montrer ici, dans un contexte qui les fait exister vraiment presque comme des personnages. Ça va? Ok, on la rentre, mais il ne faut pas la soulever trop haut. Attention à la marche, tout le monde. Avec ces robes, Caroline espère créer l'événement. Maintenant, il faut la descendre. Est-ce que c'est bon? Là, c'est posé, Michel, c'est posé là. Est-ce que quelqu'un peut juste se mettre ici en soutien? Je voudrais juste regarder si l'axe est le bon. Son objectif, donner une touche de vie et d'originalité au salon qu'elle veut faire découvrir aux visiteurs. Alors, il faut juste gonfler un peu le papier. Et tout doucement, sans tirer. Il faut qu'elle soit quasiment en mouvement, quoi. Il faut pouvoir placer tout ça élégamment. Et comme c'est l'art de paraître, on veut que tout ça tombe joliment. Bon, c'est merveilleux. C'est absolument merveilleux. Je suis ravie. C'est spectaculaire. Là, on est dans le Salon Rouge. C'est le grand salon du château. C'est une pièce qui est tout à fait exceptionnelle parce qu'elle représente vraiment un salon d'apparat au XVIIIe siècle. En plus, elle a préservé toutes ses tapisseries, ses tentures d'époque, qui sont du XVIIIe. Et puis tout son mobilier aussi. Les baguettes de finition sur les murs qui sont extrêmement ajourées, qui sont extrêmement ciselées. Donc c'est la pièce parfaite pour une robe comme celle-là. Caroline et Paul-Alexandre ont quitté Paris pour vivre ici et rouvrir cette maison de famille qui n'était plus que ponctuellement habitée. Leur chance, c'est d'avoir retrouvé la demeure intacte. Dans toutes les pièces, le mobilier et les décors ont été conservés et se sont transmis. En l'ouvrant au public, ils veulent en faire une évocation de l'art de vivre au XVIIIe siècle dans la région. C'est du mobilier et des objets qui appartiennent à cette maison et qui sont liés directement à des personnages dont on connaît l'histoire et dont on a les archives, les habits, les objets. Donc aujourd'hui, on est capable de montrer au public une maison de famille qui a vécu au travers des générations et dont on peut raconter le passage ici. Sur la terrasse, une autre robe est prête à être installée. Spécialement réalisée pour l'exposition, elle doit s'harmoniser avec les tentures exceptionnelles du salon de jeu. Après, on reculera tout ce décor-là. Ah ouais, c'est magnifique. On voit des robes comme ça dans les films. On les voit plus aujourd'hui ou très rarement. Donc là, c'est une chance formidable. Ça va là? C'est joli? Je vais juste reculer pour voir. On a toutes ces couleurs qui se retrouvent dans les tapisseries. Et ça, c'est des tapisseries exceptionnelles. C'est des tapisseries d'Aubusson du XVIIe. Elles font toutes référence à la mythologie de Diane, qui est reconnaissable au croissant de lune sur sa tête. Donc là, je trouve qu'on voit encore mieux les couleurs avec ce blanc du bustier. Et c'est magnifique. Quand Paul-Alexandre et Caroline ont lancé leur projet, des habitants de la région sont venus spontanément leur offrir de l'aide. Parmi eux, 2 conservateurs. On va commencer par celui-là? Oui. Dans les combles, ils sont aujourd'hui à la recherche des trésors cachés du château. Voilà, le grenier rêvé. Voilà, donc le baldaquin. Beau baldaquin, vraisemblablement 18e. En tout cas, il ressemble à certains baldaquins qu'on a encore dans les chambres en bas. Avec le chou. Ouais. Des éléments de lit, visiblement. Bon, mais ça, on ne va pas y toucher pour l'instant. Et la boîte qui est devant toi, là, la boîte verte, là, en bas. Voyons. Ça. Oui. Allez. Ça fait très carton à chapeau, je serais curieux de savoir ce qu'il y a dedans. Oui, un chapeau. Ça a l'air d'être un élément d'uniforme
et qui est là depuis très longtemps. Ouf, et puis en très bon état en plus. Ah ben voilà, c'est un talpac. C'est un bonnet de l'époque, a priori Napoléon III, en fourrure, avec son bonnet de police et son aigrette. Il est en parfait état. Ouais, même très belle doublure. Bel objet, en très bon état. Ouais. Reste à retrouver l'uniforme qui allait avec ce chapeau, porté par les officiers du Second Empire. Qui n'a jamais rêvé de rentrer dans un grenier, d'ouvrir des boîtes et de trouver des petits trésors, des traces du passé. Ça, c'est très beau. On a le grand dolman. Le grand dolman avec les boutons. Ah, brandebourg. Ah, voilà. Ah, ça, c'est très beau. Oh, alors, on retrouve les deux canons entrecroisés, la couronne impériale et la grenade. Et l'étiquette. Voilà, Rieux, artillerie à cheval de la garde impériale. Ces pièces rares appartenaient à un membre de la famille qui a fait la guerre dans les armées de Napoléon III. Et on a son nom écrit à l'encre. Voilà, Monsieur d'Esparvès, son matricule. Cet illustre officier est mort au combat pendant la guerre de 1870. C'est absolument inouï, enfin, c'est un privilège très rare de pouvoir ainsi pénétrer dans des lieux qui n'ont pas été accessibles pendant des décennies et des décennies. Ce sera peut-être la seule fois de notre existence et de notre travail où on trouvera quelque chose comme ça. 1, 2, 3. Emmanuel et Jean-Michel ne sont pas encore au bout de leur surprise. Moi, je pivote là. Ok, je change d'épaule, moi. Je change d'épaule. On y va? Personne ne sait ce que renferme cet immense rouleau. On va pivoter. Doucement. Ouais. Doucement. Il pourrait cacher une pièce exceptionnelle. On est sur une iconographie assez classique. Comme la croix. 18e, oui, c'est ça, oui, la croix, Vernet, enfin tous ces gens-là. Mais c'est en très très bon état, le vernis n'a pas jauni. Ah oui. Là, on a un médaillon. On a toute une partie de décor architecturé qui a été cloué sur les murs d'une pièce, certainement d'un salon, et qui imite des lambris, des boiseries, avec des décors là aussi dorés. Mais c'est de la toile peinte, donc ça s'apparente finalement à des décors de théâtre. À l'origine, tous ces morceaux de toile étaient cousus ensemble. C'est pas mal, hein, pour ne former qu'un seul grand panneau. Peut-être même la coller sur le... En fait, là, on a une idée de l'ampleur. C'est magnifique, hein. Et les roses de jardin, c'est excessivement intéressant au point de vue historique, parce que, une fois de plus, ces décors sont fragiles, ont rarement survécu. Et ça a une valeur également de témoignage, puisqu'on a là un exemple d'un décor, d'un château de plaisance, a priori à la fin du XVIIIe, au début du XIXe siècle. C'est quand même un témoignage rare et précieux qu'il faut absolument conserver. C'est une découverte d'exception parce que pour nous, c'est une façon de continuer à écrire l'histoire de cette famille, puisque ce ne sont pas des objets achetés, c'est des objets qui appartenaient à ces membres de famille. Et ça nous rendrait très heureux de pouvoir les remonter et de leur rendre une place. C'est des toiles dont j'ai entendu parler, que j'avais jamais vues, que mon père n'avait jamais vu dérouler non plus. On savait qu'elles existaient. À quoi elles ressemblaient, on ne savait pas. Et c'est génial. C'est ces moments-là qui nous font dire qu'on a fait le bon choix en venant s'installer ici et en reprenant cette maison. Avec le château, Paul-Alexandre a aussi repris les terres et le domaine agricole qui l'entoure. En parallèle de son métier de consultant, il s'est lancé dans l'agriculture. Aujourd'hui, il souhaite prolonger le travail commencé par son père, qui a été un pionnier dans la région. Il y a 200 hectares de terre qui entourent le château. On a 130 hectares de terre agricole et 80 hectares de bois. La particularité des terres agricoles, c'est que mon père les a progressivement, depuis une quinzaine d'années, passées en bio. Donc, et maintenant, c'était les dernières années cette année, toutes nos terres sont intégralement converties en agriculture biologique. Avec ce que ça implique de ne pas mettre d'intrants chimiques.
Nous sommes en juillet. Les moissons viennent tout juste de commencer. Pour moi, c'est mes premières récoltes. On a repris le domaine agricole en juillet dernier. Donc au final, c'est la première fois que je vois l'aboutissement concret de la partie agricole de notre stratégie. Donc ça, c'est chouette. Pendant que la moissonneuse continue son travail, Paul-Alexandre veut nous montrer comment il imagine l'avenir du domaine. Vous voyez ? Donc ça, c'est un des champs des 25 hectares qu'on a plantés cette année en prairie. Là, on va progressivement prendre tout ça en herbe. Donc l'herbe va pousser, on va la faucher régulièrement. Ça va nourrir le sol. Et dans 4 ans, on fera du blé, de l'épeautre, des choses comme ça. Puis on refera un tour de prairie pendant 4-5 ans et ainsi de suite. Et je pense que d'ici 15-20 ans, on pourra reprendre le cours normal de l'agriculture. C'est ces 2 piliers, c'est le bio et c'est une agriculture plus respectueuse de la terre qui devrait nous permettre de progressivement régénérer nos terres et s'inscrire dans un temps très long parce que l'idée, c'est comme pour tout ce qu'on fait, c'est de penser en termes de génération et de plusieurs générations. Quelques semaines plus tard, Caroline part pour une exploration qu'elle mène dans toute la région. Elle veut faire du château une vitrine des meilleurs produits de son terroir. Notre projet, c'est justement de parler des producteurs locaux, de montrer leur travail, de parler de leur savoir-faire et aussi de leur engagement. Donc on a créé une boutique qui propose les produits locaux de producteurs qui sont fiers de leur travail et de leurs produits. Et nous, on est très fiers de s'engager auprès d'eux. Et on veut faire connaître les richesses du Tarn-et-Garonne et en tout cas de notre partie du Tarn-et-Garonne. Caroline s'intéresse à l'un des domaines viticoles les plus célèbres des coteaux de Garonne. Il doit sa notoriété à Isabelle et Catherine Orliac, 2 sœurs qui en ont fait un haut lieu de l'agriculture durable dans la région. Elles prennent soin de ces vignes depuis plus de 20 ans. Il ne faut pas en mettre trop, il faut l'étaler, autrement on va l'écraser. Nous sommes à la fin du mois d'août. Dans les rangs, le raisin est cueilli avec une grande délicatesse, car ces grappes sont nées d'une variété très rare, l'abouriou, un cépage historique rescapé du phylloxéra. Regardez ces grappes. C'est de l'abouriou, c'est un très vieux cépage, mais bien adapté à ce terroir. Regardez, goûtez ça. Le raisin est beau et noir, la peau est épaisse, parce que la richesse du vin est dans la peau. Ah oui, c'est très bon. Donc, il y a un parfum ici dans ce raisin qui est unique, mais il n'est que dans le sud-ouest, vous n'en trouverez pas ailleurs. Et nous avons la chance d'en avoir 1,5 hectare. C'est vraiment un raisin qui est du XVIIIe siècle et qui vient illustrer notre histoire. C'est ça qui est extraordinaire. On voit le produit fini, on voit le vin dans ses bouteilles et ça, mais on n'a pas l'occasion de venir sur le terrain et de comprendre le travail que ça représente. Et ça représente un travail quand même fatigant. On est au pied de la vigne, littéralement. Et puis, il y a cette démarche de préservation des sols, de préservation d'un savoir-faire. C'est des choses qui sont extrêmement similaires à la démarche que nous, on a. C'est ça qui est important de nos jours, c'est de faire du vin sur des sols vivants. Il y a peut-être de l'herbe dans nos vignes, il y a peut-être beaucoup de choses qui ne sont pas très spectaculaires, mais les sols sont vivants et c'est ça qui est capital. Il y a des fleurs, il y a des légumes, il y a des poireaux, il y a de la doucette. Il y a de tout. Il y a vraiment une diversité. Même les insectes se plaisent, on sent qu'il y a des coccinelles, beaucoup. Il y a un paysage magnifique. Si j'étais plante, j'aimerais bien me trouver ici. J'aimerais vivre dans ce cadre. Mais ce cadre pourrait bien connaître une transformation radicale. Dans les vignobles du sud-ouest, l'évolution du climat se fait de plus en plus sentir. Pour y faire face, Isabelle et Catherine innovent en se lançant dans l'agroforesterie.
C'est une rangée d'arbres qui a pour objet de ramener de la fraîcheur au milieu des vignes, parce qu'un arbre transpire pendant les grosses périodes de chaleur et arrive à baisser la température. On aide la vigne à s'implanter et on aide la vigne à garder de l'humidité au sol pour ces périodes où il fait très très chaud. Sur la propriété, nous prenons l'eau des toitures et nous la redistribuons à nos arbres pour qu'ils rafraîchissent la vigne et les vers de terre, parce que un ver, s'il n'a pas d'humidité dans le sol, il s'en va au bar, lui, qui est au sous-sol pour lui, qui est à 2 mètres sous-sol, et il ne travaille plus. Donc le souci, c'est de le laisser en surface pour qu'il aère le sol et que les racines puissent pénétrer. Des vers de terre dans une prairie malaxent 30 tonnes de terre. Je préfère que ce soit les vers de terre qui le fassent plutôt que nous. Donc il faut laisser la nature travailler à notre place. Pour que ça marche, rien n'est laissé au hasard. Isabelle donne même un petit coup de pouce à la nature. J'ai préparé des petits bouts de bois que l'on va glisser dans le fil de fer, afin que le fil de fer ne blesse pas l'arbre. Et puis ça sert aussi à tendre. J'essaie d'avoir un habitat qui soit le plus dense possible au niveau des oiseaux et avec une variété le plus importante possible. Parce que chaque oiseau consomme 30 000 insectes par an. Notamment les insectes qui pondent le ver de la grappe et qui nous mettent la pourriture dans le grain. Donc c'est indispensable et ça nous évite de faire des insecticides. Aujourd'hui, on se félicite de ce choix parce qu'on voit que nous avons un état sanitaire qui est très protégé sur la propriété. Voilà, donc je laisse aussi du fil de fer en rab, ce qui permettra de le régler au fil des saisons. D'élargir au fur et à mesure de la croissance de l'arbre. Très bien. Merci Raïné. Très joli. Les vendanges terminées, Isabelle veut montrer à Caroline un objet qui raconte un épisode insolite de l'histoire du domaine. C'est un témoignage exceptionnel de l'exploitation. Nos aïeux, Jean Orliac notamment, en 1780, était marchand de vin sur la Garonne. Il a coulé et nous avons récupéré son encre qui était figée dans le sol de la Garonne, qui nous a permis de reconstituer toute l'histoire qu'il a eue avec ses gabarres malheureuses, puisqu'il a coulé et jeté en prison pour banqueroute, mais quand même libéré par Louis XVI pour continuer d'avoir son vin. Nous avons une lettre, un document de Louis XVI libérant mon aïeul de prison, lui permettant de vaquer à ses occupations à partir de ce jour-là. Et c'est grâce à cette lettre que nous sommes aujourd'hui ici. La prochaine étape de Caroline, au Villard. Ce village typique surplombe la Garonne depuis l'Antiquité. Tous les dimanches, les producteurs des environs viennent vendre leurs produits sous cette halle circulaire. Au Villard, c'est un village authentique, avec cette halle au grain qui est au cœur du village, où se faisaient les échanges, le commerce. Donc on a beaucoup de chance d'avoir un aussi joli village tout près de chez nous. C'est ici que Caroline a rencontré Valérie Vogel, une des figures du marché. Hey, bonjour. Comment ça va? Ça va. Alors, qu'est-ce qu'il y a de nouveau là dans les biscuits? Alors, il y en a la framboise, il y a craquant, noisette et fleur de sel. Très... Du don, mais ça a l'air... Ah ouais. Ça a l'air magnifique, ça. Mais ça, c'est nouveau, ça, je le ça, connais c'est pas. nouveau, ouais. D'accord. Oui. Tu veux goûter? Oui, ah oui. C'est une recette du Lot. D'accord. C'est délicieux. Ah oui, c'est... Je vais pas dire une tuerie, mais bon. Si. J'ai démarré tout petit, c'était un pari qu'on avait fait avec tous les gens du marché. Et puis je suis arrivée avec 2 madeleines, 2 tuiles, et puis ben, voilà, maintenant j'en suis à 22 variétés. Tous ces biscuits sont élaborés selon des recettes à l'ancienne. Une démarche qui correspond exactement à ce que Caroline recherche pour sa boutique.
Nous, on raconte un peu l'art de vivre au XVIIIe siècle et les choses fines qui sont de l'ordre du biscuit ou du petit plaisir sucré, ça va très bien aussi avec l'histoire qu'on raconte. Quelques heures plus tard, les deux femmes se retrouvent dans les cuisines du château de la Motte pour un projet original. Alors, on va mettre la fleur d'oranger, mais il faut en mettre très peu, parce que c'est très fort. Comme parfum, ça ressort très très fort. Ensemble, elles vont élaborer des biscuits à partir d'une recette du XVIIIe siècle, retrouvée elle aussi dans les greniers du château. Très rapidement est venue cette idée de création sur base de recettes anciennes, dont on a les archives. Et finalement, on a trouvé cette recette, ce biscuit, la Motte, qu'on a créé ensemble grâce à cette recette, qui a vécu au travers des générations. On va le dérouler. Après 30 minutes de cuisson, les croquants sont prêts à être dégustés. Et voilà le résultat. Oh, c'est magnifique. Le croquant la Motte. Oui. Bien croquant, hein. Oui. C'est vraiment exceptionnel. Hein. Donc, on est très très fiers. On va commencer par les assiettes et les couverts. Le château est presque prêt pour recevoir les visiteurs. Caroline a une dernière idée. Avec son ami le conservateur Jean-Michel Garric, elle souhaite recréer une table de dessert à la mode du 19e siècle. L'idée, c'est d'amener le visiteur à partager un tout petit instant de ce qu'est cette époque-là. Et c'est vraiment un voyage dans le temps. Voilà, les deux guéridons, les deux sucriers. Contrairement à ce que l'on croit, beaucoup de Français pensent que ces objets sont des saucières, alors que ce sont des sucriers pour le sucre en poudre. Il est dans la grande tradition française de présenter au dessert une abondance de choix. Le dessert de fin de repas est constitué essentiellement de plats à base de fruits, donc que ce soit des fruits frais ou des fruits cuits, donc en compote ou confits dans le sucre. Et on se servait très librement. Ça n'était absolument pas formel, il n'y avait pas de valet, de laquais qui servaient. Non, chacun se servait comme il le voulait, avec les cuillères, il mangeait exactement à son choix. C'est aussi quelque chose qui résonne très bien avec l'âme même de la maison, qui est une maison qui a été conçue pour la fête, et pour l'accueil et pour l'amitié. Et ça résonne très très bien avec à la fois l'architecture des lieux et le message qui est le nôtre. C'est toujours très très impressionnant d'avoir une table dressée. Le lendemain, pour faire découvrir le château en avant-première, Paul-Alexandre et Caroline ont invité leurs amis et leurs partenaires dans cette aventure. Et là, cette maison se réveille petit à petit. La belle endormie se réveille. La lumière revient. C'est important que ça revive, bien sûr. C'est une maison ouverte, c'est un grand symbole quand même. Il y a beaucoup d'histoires ici. Donc c'est une histoire à partager, à faire connaître. Et c'est toujours utile de partager un peu des morceaux de culture. Et là, on parle des tapisseries d'Aubusson, on parle du mobilier, on parle... Tout est un détail de raffinement et il est normal qu'on puisse l'exposer aux personnes qui sont en quête de ce raffinement à la française. Parce que ce sont des raffinements à la française. À Versailles, vous avez des choses pareilles. C'est ça qui est intéressant. On a envie de protéger cette maison, de restaurer ce qu'elle contient. Ce sera vraiment l'histoire d'une vie, mais d'un projet commun, parce que c'est quelque chose qu'on ne fait pas seul. C'est une œuvre commune, c'est une œuvre d'ouverture. Et c'est pour ça qu'on voulait ouvrir au public. Nous retrouvons le fleuve. Sur la rive droite, il est longé par le canal de Garonne, qui relie Toulouse à Bordeaux. Moins connu que le célèbre canal du Midi, il a pourtant gardé la même authenticité.
Le canal de Garonne a la chance d'avoir une voie verte, c'est-à-dire une voie qui est réservée aux cyclistes. C'est un vrai plaisir parce que c'est un petit effort physique, même si c'est assez plat, donc c'est pas fatigant. Et puis ça permet aussi de s'arrêter à tout moment pour rencontrer des personnes. C'est la logique aussi de l'itinérance, de faire des belles rencontres. Tombée sous le charme du canal, Nathalie de la Rivière rêve de mieux le faire connaître. Elle a créé une plateforme de bateau-stop qu'elle teste aujourd'hui. Voilà. Salut Nathalie. Coucou Nathalie. C'est bon? J'arrive à l'heure? Le principe est simple, mettre en relation les randonneurs du canal avec les propriétaires de bateaux. Quand on sait qu'ils vont partir et qu'ils ont de la place, on y va, si c'est à peu près aux mêmes horaires. L'idée du boat stop, c'est de permettre comme ça à des personnes qui se baladent à vélo ou à pied de pouvoir monter sur un bateau et puis de découvrir la beauté du canal à vue de l'eau. Aujourd'hui, Nathalie navigue sur le bateau d'Agathe et Damien, un ancien navire de pêche qu'ils ont transformé à leur manière. Il y a 5 ans, ces 2 artistes ont créé leur compagnie de spectacles itinérants. Leur but, donner un nouveau souffle au canal. L'idée principale, c'est dynamiser le canal, faire vivre les quais, les berges, redonner envie aux gens aussi de le redécouvrir, voilà, créer des événements propices à la rencontre au bord de l'eau. Ouais. Bien souvent, les riverains d'un canal ne connaissent pas le monde de l'eau. Comme ici, là, ce bateau-là, en fait, on ne sait pas qui sont ces gens. Ils ont un petit bateau original, ils sont complètement dans leur rêve. Donc on se dit, c'est voilà. Et une fois qu'on les connaît, on se dit, mais en fait, c'est génial ce qu'ils font. Donc l'idée du boat stop, c'est pas bonjour, au revoir, et puis on se voit plus jamais. Non, 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 non. Il y a une envie après de garder contact. Et c'est vrai qu'on a beaucoup de gens qui nous disent, ça nous donnerait envie de faire du boat stop. Le canal de Garonne, c'est une longue ligne droite qui s'enfonce dans la campagne. Là, on va en douceur dans l'immersion naturelle du canal. C'est à chaque fois un plaisir. C'est une sensation de calme, de sérénité. Voilà, c'est un rythme et puis c'est magnifique, quoi. C'est de la nature. Moi, je me sens en vacances. Voilà, c'est la vie lente. On est lent, on est obligé d'être lent sur le canal. On ne peut pas aller vite. On a des limitations de vitesse, mais aussi c'est la vie du canal. Slow life. Après plusieurs heures de navigation, le bateau arrive à Diopantal. Bonjour. Agathe va s'amarrer devant un restaurant installé au bord de l'eau. Ce sont des passionnés de restauration qui ont changé de vie et qui ont créé ce restaurant-là, qui est maintenant très très renommé et très très bon. Il y a 3 ans, Richard et Agnès Fuster ont décidé de donner une seconde vie à cette maison typique du canal, restée longtemps à l'abandon. L'Auguste, c'est une maison éclusière qui faisait office de bureau administratif. C'était la maison du gardien. Et en hommage à cette personne-là, un de ses habitants s'appelait Auguste Berger. Et on a souhaité garder son nom pour recoller à l'histoire de cette maison. 5 ou 6 ans de plus, je pense qu'elle était par terre, quoi. Donc ça nous fait vraiment plaisir d'avoir contribué à faire perdurer notre patrimoine à tous, quoi. Aujourd'hui est un jour spécial. Richard cuisine pour ses amis. Cet ancien agent d'assurance a tout quitté pour sa passion de la cuisine. Agnès, elle, était orthophoniste. À 50 ans passés, elle s'est lancée un défi, obtenir son CAP de pâtisserie. Je partais vraiment pas convaincue et j'ai appris énormément de choses. C'est assez compliqué en fait la pâtisserie, c'est précis. Et maintenant, ça devient aussi une passion. Peut-être pas autant que Richard, j'en rêve pas la nuit, mais pas loin.
tarte aux figues et crème d'amande. Et après, on ajoutera quelques framboises. Au menu, une cuisine faite de produits frais, dans un esprit de convivialité. L'idée, c'est comme si tu invites des gens chez toi. Sauf que bon, tu en as fait ton métier, mais c'est que les gens s'y sentent un peu comme chez eux, dans la manière d'être reçus, dans l'ambiance. Là, déjà, l'odeur du gingembre qui commence à s'exprimer. On est déjà parti en vacances. Sur la terrasse, Nathalie et Agathe mettent aussi la main à la pâte, en profitant du calme et de la vue sur le canal. Ces points d'ancrage sur le canal, c'est vraiment très important. On se dit, il y a de la vie. On serait sur un canal où il n'y a aucune vie, ce serait presque triste. On se dirait, où sont partis les gens, puisque c'est des maisons qui existent depuis l'existence du canal. Pendant ce temps, Damien s'active sur son bateau. En fait, c'est un écran de cinéma. Voilà. C'est des voiles qui se tendent entre les deux mâts et ça fait un écran assez atypique. Alors moi, j'ai appelé ça du cinéma en pleine eau. J'ai eu la chance de vivre près du canal et à force de voir des bateaux tous les jours, ça m'a donné envie de refaire une expérience de cinéma itinérant, mais du coup avec un bateau. 18h, la terrasse s'anime. Pour ses amis, le chef a créé un menu sur mesure, inspiré des spécialités de la région. On a levé les filets sur un rumsteak, on l'a mis au sel, on a travaillé comme un jambon. Et on l'a fait sécher pendant 1 semaine. C'est la raison pour laquelle, vous voyez, il est légèrement ourlé. C'est la morsure du sel. Et dessus, on a fait une petite terrine de foie gras et une petite vinaigrette à l'huile de truffe dessus. Cette présentation, comme ça, peut paraître un petit peu... Mais c'est vraiment un plat canaille. Hein. C'est quoi un plat canaille? C'est un plat pour les copains, en fait. La meilleure récompense qu'on puisse avoir, c'est de lire dans vos yeux le plaisir que vous avez à manger ce qu'on a produit. Super. Le soir tombe doucement sur le canal de Garonne. C'est tout en finesse, il y a une diversité, on s'émerveille. Donc on peut s'émerveiller aussi le soir au bord de l'eau. Le lendemain, Nathalie continue son voyage sur un autre bateau. Elle navigue vers Moissac, l'une des plus belles étapes du parcours du canal de Garonne. Les canaux, ils ont été créés parce qu'à une époque, il fallait que la France soit quadrillée de voies d'eau pour éviter de passer par les océans ou par les mers parce que c'était dangereux. Et puis là, au moins, on était chez nous, quoi. Voilà, on se créait ses propres voies. Sylvie et Christian Carl sont eux aussi des passionnés du canal. Nous sommes sur un bief qui arrive sur le pont-canal juste avant l'écluse de Cacor. Et ce pont-canal enjambe le Tarn. Cette eau qui passe au-dessus d'une rivière, nous on passe dessus tous les jours. Et tous les jours, c'est l'émerveillement de se dire « mais comment est-ce qu'on a pu construire quelque chose comme ça ?» Avec ses 15 arches de pierre, ce pont a été une véritable prouesse technique. 356 mètres pour relier les deux rives du Tarn, malgré les caprices de la rivière. Ce lieu, il est magique. Il y a ce pont qui est extraordinaire. Le Tarn en dessous, c'est un des lieux les plus singuliers du canal de Garonne. Cette arrivée vers l'écluse, avec cette végétation, c'est magnifique. Environ 2 km séparent l'écluse du Cacor du port de plaisance de Moissac.
Quand on a passé le pont, ça y est, on rentre dans Moissac, quoi. Il y a une impression de... Voilà, on arrive dans Moissac. On sait qu'il y a encore un bief avant d'arriver dans Moissac. Et puis après, on va voir apparaître la ville. Et c'est quand même une des rares villes qui est traversée par le canal. Là, l'écluse, elle s'ouvre réellement sur le port et c'est juste magnifique. Avec tous ces bateaux, avec les coteaux en fond, avec tous ces arbres et les petites maisons qui sont perchées comme ça. Voilà, là aussi, c'est magnifique. Moissac est le port d'attache de Christian et Sylvie. Tu l'as vu? Là. Ah, il est dehors. Salut, Jim! En 2005, ils ont eu un coup de cœur pour cet endroit qu'ils n'ont plus jamais quitté. On est venu de Champagne pour s'installer sur Moissac et on est littéralement tombé amoureux de la ville, de la voie d'eau. C'est une voie d'eau qui est vraiment très très riche. Oui. À chaque jour qui passe, ben voilà, on découvre des détails différents, c'est magique. Nous, on a énormément navigué et on n'a jamais vu ça nulle part ailleurs. Hein. Cette traversée tout en briques est très imposante, je trouve. Ça montre le côté important de la navigation qu'il y avait quand ils ont construit ça. Les quais bordés de belles demeures bourgeoises témoignent de la grande époque du port de Moissac. Au XVIIIe siècle, on transportait vers Bordeaux des farines produites dans les moulins locaux. Sur toute cette allée, vous avez de grosses bâtisses qui étaient les maisons des minotiers. Et notamment, vous voyez en haut, toutes les décorations qu'il faut autour des fenêtres, les décorations qu'il y a au niveau des gouttières. C'était leur moyen à eux de montrer leur richesse et de se différencier les uns des autres. C'est un des plus jolis quartiers de Moissac. Allez, on va approcher du pont tournant. Donc vraiment une pièce de collection. Le pont tournant Saint-Jacques est le seul encore en activité sur tout le canal de Garonne. À l'époque, on en avait 4 comme ça sur la ville et ils ont été supprimés pour favoriser la circulation. Et donc, oui, effectivement, c'est quand même quelque chose à voir. Bonjour Marie-Hélène. À Moissac, le canal de Garonne présente une autre particularité unique. Il est directement connecté au Tarn. Pour rejoindre la rivière, il faut d'abord franchir une double écluse. C'est magique, là. Moi, c'est la première fois que je le fais. Hyper curieuse que cette porte-là s'ouvre. Donc, on va voir. Voilà. Bah, il suffisait de le demander. Et ça s'ouvre et on va se jeter dans le Tarn. Donc, une petite excitation. Voilà, on passe d'un canal à une rivière. C'est toujours quelque chose qui nous tient un peu à cœur parce que bon, nous, on est des gens du canal. Et d'avoir cette possibilité, d'avoir cet accès à une rivière. Regardez, c'est magnifique, c'est grand, c'est spacieux, c'est vaste. On peut se régaler avec les yeux. Cette sensation en bateau, venant du canal, c'est exceptionnel. C'est d'autres paysages, c'est la nature. Il n'y a pas les chemins de halage tels qu'on peut les avoir sur le canal. Quelques minutes plus tard, le bateau nous révèle une autre perspective sur le magnifique pont-canal du Cacor. L'édifice vu depuis le Tarn. Il est quand même merveilleux ce pont, c'est des briques toulousaines, c'est des pierres du Quercy. Il est magnifique, c'est quand même un pont historique. Et je pense qu'il faut l'honorer en passant dessus et dessous. Je pense que c'est une bonne idée. Mais lorsqu'on passe en dessous et qu'on s'imagine que sur ce pont, vous avez des litres et des litres d'eau qui passent, c'est un pont-canal. Il y a de l'eau qui passe dessus. C'est merveilleux. On voit toute cette richesse patrimoniale avec ces briques rouges qui rappellent une proximité aussi avec Toulouse. Donc on est vraiment dans un environnement riche d'histoire.
Pour nous faire découvrir les voies d'eau, c'est aussi comprendre le territoire. C'est magnifique.